On va commencer avec le deuxième exposé de l'après-midi. Francis Delahaye de la Société astronomique de France et la Société astronomique des Pyrénées occidentales, qui va nous parler d'un sujet plus proche à nous, les amateurs, dans une partie de la science qui n'est pas très utilisée, la radioastronomie amateur. Donc bonjour, je suis aussi donc le représentant de la commission radioastronomie de la Société astronomique de France, qui est une commission qui regroupe des radioastronomes amateurs. Donc la radioastronomie amateur, elle repose intégralement donc sur l'observation d'une partie du spectre électromagnétique, qui est effectivement donc le spectre radio. On a plus l'habitude d'observer dans le domaine de l'optique, avec nos instruments, lunettes et télescopes, alors qu'en réalité, on pourrait aussi observer dans le domaine radio. Alors, je dirais, au niveau amateur, on est beaucoup plus dans le domaine radio que dans le domaine micro-ondes. Voilà, on verra la différence des deux. Donc, cette onde électromagnétique... La radioastronomía lo que pretende es buscar el análisis de la radiación electromagnética recibida, pero normalmente observamos en la parte visible y desde el lado aficionado podemos trabajar en ondas de radio e incluso en microondas. Donc cette onde électromagnétique, elle possède des caractéristiques comme effectivement donc la polarisation, puisque la polarisation va nous donner l'indication donc du plan champ électrique, puisque l'onde électromagnétique est associée à une onde qui fait partie donc de l'électromagnétisme et du magnétisme et électrostatique, c'est-à-dire effectivement une onde électrique, un champ électrique et un champ magnétique. Les deux sont perpendiculaires l'un à l'autre et perpendiculaires par rapport à la direction de propagation. Esta onda electromagnética además puede presentar características de polarización que es interesante estudiar, ya que nos puede hablar de otro tipo nos puede dar otro tipo de información ligado a lo electrostático. Une autre caractéristique essentielle est la longueur d'onde. La longueur d'onde est la distance que parcourt l'onde en une période. Et la longueur d'onde va nous déterminer la fréquence. Vous verrez, je parlerai souvent soit de longueur d'onde ou de fréquence. Les deux sont liés avec la relation, bien sûr. La longueur d'onde est égale donc à la vitesse de propagation sur la fréquence. La fréquence est égale à la vitesse de propagation sur la longueur d'onde. Una característica importante de toda radiación electromagnética es la longitud de onda. La longitud de onda cuya inversa es la frecuencia y conocida una podemos conocer la otra. L'atmosphère donc va jouer un filtre en fonction effectivement de la longueur d'onde sur laquelle on va observer. Bon, celle qu'on connaît le plus bien sûr c'est le domaine de l'optique, où là effectivement le visible passe à travers les différentes couches atmosphériques, alors que pour le domaine des ondes radio, on est limité donc sur des ondes qui sont beaucoup plus près du décamétrique, puisque les ondes décamétriques sont d'une part réfléchies par l'ionosphère et ensuite par des ondes qui sont submillimétriques, millimétriques et submillimétriques qui sont absorbées par le CO2 principalement. La atmósfera hace un filtro a toda radiación electromagnética que llega a la Tierra. Habitualmente en el visible deja pasar todas las longitudes de ondas, sin embargo en el dominio de las ondas de radio hay algunas de ellas que son reflejadas por la ionosfera o absorbidas por ozono o agua. Donc ici on voit effectivement qu'on peut observer dans des domaines radio décamétriques, métriques, décimétriques, centimétriques. Donc ça c'est la longueur d'onde qui va être exprimée en centimètres, en décimètres, en mètres, voire les ondes courtes. Concretamente podemos observar en el ámbito de los centímetros, decámetros y metros. La radioastronomie amateur, elle va se situer surtout, je dirais, entre le centimétrique et le métrique. Puisque là, après, pour des observations qui sont beaucoup plus près, je dirais, des micro-ondes, du type millimétrique, il faudrait quand même avoir de l'électronique assez spécifique que seuls les professionnels peuvent développer. Donc là, la radioastronomie amateur se situe, je dirais, surtout ce qu'on rencontre sur ces trois bandes-là. En el campo aficionado nos observaremos sobre todo en esos tres campos de centimétrico, decamétrico y métrico, porque para llegar a milimétrico o microondas es necesaria una electrónica más sofisticada que en la mayoría de aficionados no tenemos.
Alors, sur la radioastronomie en général, on ne peut pas observer sur n'importe quelle fréquence et sur n'importe quelle longueur d'onde. On a donc des comités consultatifs internationaux des radiocommunications qui régulent effectivement toutes ces fréquences et qui sont donnés par l'Union internationale des télécommunications, dont vous voyez quelques exemples ici. En la radioastronomía en general no podemos observar cualquier tipo de frecuencia, ya que es necesario que la Unión Internacional de Telecomunicaciones pueda conceder los permisos para observar en un tipo de frecuencias y no otras. Donc quelques exemples, je reviens en arrière, quelques exemples. Donc sur le 25 mégas, on va retrouver principalement donc, le Soleil et Jupiter. Sur 35 mégas Jupiter, ce que nous parlait ce matin, donc Philippe Loin. Le Soleil sur 75 mégas. Voilà. Enfin, on va un peu aller jusqu'à 75 mégas. Nous, on a fait un récepteur sur 75,5. On est juste à la limite de la bande, mais on a le Soleil. Ouais. Puis des bandes spécifiques, 150, 320 mégas. Et puis des bandes qui sont vraiment spécialisées, comme par exemple l'arrêt hydrogène qui se situe donc sur l'arrêt des 21 cm. L'arrêt OH qui est l'arrêt hydroxyle qui se situe sur la bande des 1,6 giga. Et puis ensuite on trouve effectivement donc des bandes beaucoup plus hautes et en particulier après on va tomber sur les... D'ailleurs je viens de m'apercevoir qu'il y a une petite erreur, ici c'est 160 gigas, c'est pas 16 gigas bien sûr. Donc de 76 gigas à 160 gigas, on a donc les raies moléculaires, bon là qui sont quand même observés par les professionnels avec en particulier l'IRAM, l'Institut d'Astronomie Millimétrique. Alors là, teníamos una lista de diferentes frecuencias en las que se observan, por ejemplo, los 25-26 MHz, frecuencias provenientes del Sol y Júpiter, de los 35 a 38 Júpiter, como hemos visto esta mañana con Juno, alrededor de los 75 MHz el Sol. Muy utilizadas últimamente son las de la raya H1 de 21 centímetros para observar sobre las galaxias, y luego hay otras frecuencias más altas donde podemos observar emisiones de cuásares y, por qué no, de ciertas líneas de moléculas allá en frecuencias ya de 76 a 160 GHz. Alors, pour vous donner un exemple, en 1999, enfin de septembre 1998 à septembre 1999, j'avais développé avec ma classe d'élèves ingénieurs donc 4 radiotélescopes pour observer l'éclipse totale de Soleil. On l'avait observé donc sur des fréquences de 325 mégas, 175 mégas, 610 mégas et 960 mégas qui n'est pas une bande protégée. En aquellos años avant 99, desarrollé junto con un equipo de alumnos 4 radiotelescopios utilizables durante el eclipse de Sol del 99. En diferentes longitudes de onda, como estas que vemos, de 25 y 75 MHz. Le problème du signal en radioastronomie, c'est que ce n'est pas un signal comme vous avez sur votre téléphone portable. Votre téléphone portable, vous avez un signal qui dit modulé, c'est-à-dire il est modulé, là en particulier maintenant sur les téléphones portables, on a de la modulation numérique, et là on a un signal de ce type-là, qui effectivement donc... on voit, bon, ça c'est un signal qu'on appelle en musique sur 10, un signal cardinal, peu importe. C'est un signal modulé en impulsion. Ça c'est votre téléphone portable. On sait identifier. Les signaux qu'on reçoit en radioastronomie ne sont pas comme ces signaux Eso es. Las señales de radioastronomía no son como aquellas que estamos habituados de un teléfono móvil como la de la izquierda. Son señales que está modulada y así. Le signal en radioastronomie ressemble plutôt à ceci. Un signal qui est complètement aléatoire, on a du bruit, dans le bruit on a des pics de bruit. Et ces pics de bruit vont correspondre bien sûr à des unités de flux ou à une température de brillance donc, du corps que l'on observe. Donc c'est complètement aléatoire, c'est pas périodique comme celui-ci. Las señales en radioastronomía no son periódicas como las del móvil, sino que son completamente aleatorias, como vemos en la gráfica de la derecha. Con ruido, con ciertos picos y debidos pues, a temperaturas y otras características del cuerpo que emite. Le deuxième problème de la radioastronomie, c'est qu'on a un signal qui est très faible au niveau puissance. Alors pour ce faire, on va définir l'unité de flux.
l'unité de flux, le Jansky, que vous avez donc ici. Donc cette unité de flux est exprimée en watts par mètre carré dans une bande d'un hertz. C'est-à-dire que c'est le signal qu'on aurait sur une surface de 1 mètre carré dans une bande de 1 Hz et qui correspondrait à 10 puissance moins 26 watts par mètre carré dans une bande de 1 Hz. Donc c'est quelque chose de très faible. Otro de los problemas de la radioastronomía es que trabajamos con señales muy débiles. El Jansky es la unidad de flujo de intensidad de señal que ha sido elegida y que se expresa en vatios por metro cuadrado y por hercio. En este caso, pues, es el potencial de flujo que lleva una onda que hace pasar un vatio por una superficie de 1 metro cuadrado y en una banda de frecuencia de 1 hercio. Alors je prends un exemple. Si on a par exemple l'émission de base du Soleil qui est de 10 puissance 5 Jansky sur une longueur d'onde de 2 mètres, si je regarde sur une antenne de 1 mètre carré dans une bande passante de 100 MHz, donc on voit que 10 puissance 5 Jansky, ça fait 10 puissance moins 21 watts par mètre carré dans une bande de 1 Hz. Si je multiplie par la bande passante, c'est-à-dire 100 mégas qui fait 10 puissance 8, sur une surface de 1 mètre carré, ça me fait 10 puissance moins 13, ça fait 0,1 picowatt. 0,1 picowatt, c'est-à-dire 0,1 10 puissance moins 12 watts. Pour vous donner une idée, votre téléphone portable, c'est du 2 watts. Donc un signal qui est 10 puissance moins 13 plus faible. Un ejemplo de lo débil que es esta señal es que la emisión de base del Sol, 10 a la 5 Jansky, finalmente con una serie de cálculos llegamos a que no es mayor de 0,1 picovatios, 10 elevado a menos 13 vatios. Para comparar, la potencia de un teléfono móvil es del orden de 2 vatios. Troisième problème, le pouvoir séparateur. Vous savez qu'en optique, le pouvoir séparateur, il est donné par la formulation 1,20 de lambda sur D, donc il dépend de la longueur d'onde qui est 550 nanomètres sur le diamètre de l'instrument. Donc si on fait la comparaison, par exemple, uniquement dans un télescope amateur de 100 mm, si on regardait, par exemple, sur 500 nanomètres de longueur d'onde, c'est-à-dire à peu près ce qu'on observe sur le verre, on obtiendrait un pouvoir de résolution de 1,25 secondes d'arc. Si je veux obtenir le même pouvoir de résolution, c'est-à-dire 1,25 secondes d'arc, et si j'applique ma fameuse formule que vous avez plus haut, il faudrait que je prenne donc sur une longueur d'onde de 1 mètre, c'est-à-dire 300 MHz de fréquence, une antenne qui ferait 200 km de diamètre. Donc on voit tout de suite la problématique de la radioastronomie, c'est qu'on ne va pas pouvoir avoir un pouvoir séparateur qu'on peut l'avoir sur un télescope amateur, par exemple de 115 ou de 210 mm. Otro problema de la radioastronomía es conseguir un buen poder de resolución. Este está ligado, como todos sabemos, a la longitud de onda recibida y al diámetro, por lo que cuando observamos con un telescopio, por ejemplo, de 100 milímetros de diámetro, por una longitud de onda del orden de 500 nanómetros, conseguimos un poder de resolución de 1,25 grados. Sin embargo, en radioastronomía, para conseguir el mismo poder de resolución en una longitud de onda de 300 MHz, necesitaríamos una antena de 200 kilómetros. Por tanto, este es uno también de los problemas para trabajar en radioastronomía a los aficionados. Mais malgré tout ça, on arrive quand même à faire de la radioastronomie amateur, je vous rassure. Donc, a pesar de todo esto, conseguimos trabajar en radioastronomía aficionados. Donc ici, on a un radiotélescope qui est basé sur l'observatoire de Bordeaux, l'antenne Würzburg, qui est utilisé par les radioastronomes amateurs. Moi-même, ce radiotélescope, je l'ai utilisé via Internet, je dirais pendant 2 ou 3 ans, le vendredi soir de 23h à 24h. Aquí a la izquierda vemos un radiotelescopio situado en Burdeos que está a disposición del uso de los aficionados. Yo mismo lo he usado durante 2 o 3 años, los viernes por la tarde, vía internet, para hacer una serie de observaciones. Alors bien sûr, il faut avoir quelques notions, je dirais, d'électronique haute fréquence pour pouvoir élaborer de tels récepteurs, puisqu'on ne trouve pas de récepteurs de radioastronomie comme on trouve de télescopes dans les magasins. Donc il va falloir construire, élaborer. En ocasiones hay que tener ciertas nociones de electrónica para fabricar receptores de ese tipo de señales, ya que no es fácil encontrarlos en el mercado.
Donc voilà par exemple le synoptique du radiotélescope que l'on avait fait, enfin d'un des 4 radiotélescopes qu'on avait fait à l'époque en 99 avec mes élèves ingénieurs, sur lequel on retrouve typiquement le schéma d'un radio dit super hétérodyne avec un mélangeur, donc l'antenne, préampli, tête HF, mélangeur, etc., etc. La caractéristique de ces récepteurs, c'est qu'ils doivent être faible bruit, très 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 faible bruit, c'est ça la problématique. A la derecha vemos el caso del receptor que fabricamos por mis alumnos en Burdeos para estos 4 radiotelescopios en el año 99 con sus mezcladores y una de las características importantes de estos receptores es que debe de ser de muy bajo ruido. Alors bruit radioélectrique, hein. On s'entend bien, bruit radioélectrique. Hablamos de ruido radioeléctrico. Donc malgré ça, vous voyez par exemple, ça ce sont des montages amateurs. Donc un montage amateur qui vont utiliser soit des antennes de type Yagi, qu'on retrouve ici, ce sont des antennes de télévision, tout simplement, sauf que modèle antenne de télévision que l'on a fabriqué nous-mêmes aux fréquences que l'on veut. Aquí vemos ejemplos de antenas fabricadas por aficionados. Una de ellas, la de arriba a la izquierda, tipo televisión, pero fabricada para las frecuencias que nos interesan. Ici, on a une antenne de type parabolique, donc soit construit soi-même ou soit récupérée au télécom. Moi, j'avais une antenne de 3 mètres, par exemple, j'avais récupéré à France Télécom. También tenemos antenas tipo parabólico, que o bien las fabricamos o bien las recuperamos de antenas de telecomunicación. Yo tengo una de 3 metros que es recuperada de France Télécom. Sinon, on voit aussi qu'on peut utiliser ce type d'antenne qui est un cornet électromagnétique. Actuellement, j'ai une réalisation qui ressemble étrangement à celle-ci sur l'arrêt hydrogène, à 21 cm de longueur d'onde. Otro tercer tipo, de tipo trompeta electromagnétique, de corne, c'est un corne? Cornet électromagnétique. Cornet électromagnétique. Cornet es una especie de cucurucho, de cuerno electromagnético, y en este caso está construida para hacer observaciones en la línea de 21 centímetros. Alors à gauche, si on regarde, on voit un graphe qui a été fait pour les radioastronomes amateurs pour voir à peu près ce qu'ils pouvaient observer. Donc on voit tout de suite que ce qui est le plus brillant dans le ciel au niveau radio, c'est quand même le Soleil. Donc la première chose quand on fait de la radioastronomie, c'est déjà de faire un radiotélescope qui permet d'enregistrer le flux solaire. En el gráfico de la izquierda vemos, está hecho por aficionados para mostrar cuáles son las frecuencias habituales que podemos observar en radioastronomía. La de mayor energía, la de la derecha, es la del Sol. Normalmente un radioastrónomo puede empezar haciendo observaciones solares. Ensuite, on peut calibrer ces radiotélescopes sur des radiosources connues, comme Cassiopée A, Sirius A, Taurus A, qui quand même ont 10 puissance 2 Jansky à peu près. Después se puede continuar con otras radiofuentes conocidas, como Casiopea, el Cisne. Ensuite, on trouve l'arrêt hydrogène. Voilà, l'arrêt hydrogène sur laquelle, eh bien, par exemple, ce radiotélescope est, ou sur celui-ci que je suis en train de faire actuellement. Et est-ce qu'on peut prétendre effectivement en radioastronomie amateur de faire des pulsars? Je dirais qu'il y a encore 1 ou 2 ans, il n'y avait pas de radioastronome amateur qui faisait des pulsars. Ce qui est démenti depuis l'année dernière, puisqu'on a un radioastronome amateur qui a observé les pulsars. Otro dominio de observación sería el de la línea H1 del solar. No, perdón, la línea H1. Y podemos decir, ¿podemos llegar a hacer observaciones de radioastronomía de los púlsares? Pues hasta hace bien poco no había casos, pero ya tenemos aficionados que observan los púlsares. Donc voici un exemple d'observation j'ai fait déjà il y a plus d'1 an. Donc c'est l'observation à partir du radiotélescope Wormsbrook à l'observation de Bordeaux. Donc l'observation nous donne ceci. Donc là j'observais effectivement la source Taurus A
Donc Taurus A, mon antenne, je vais la pointer sur une carte qui est donnée à droite et qu'on peut retrouver sur Internet directement. L'observatoire nous donne cette carte-là. Je vise ma radiosource, j'enregistre le flux radio qui me vient de la radiosource là, de Taurus A, et ensuite j'ai la température de brillance, 600 Kelvin, que j'ai ici, qui me permet de déterminer effectivement après la valeur en unité de flux. Este es un ejemplo de observación en radioastronomía con el radiotelescopio situado en Burdeos, como hemos visto en la diapositiva anterior. Y aquí vemos a la derecha la carta del cielo situando nuestra radiofuente, en este caso Taurus A. Y el resultado de nuestra observación es el gráfico de la izquierda, en la que podemos ver en el centro la temperatura de brillo máximo. Alors c'est sûr, quand je vous fais voir cette radiosource, ça n'a rien à voir avec une photo optique d'une belle galaxie. C'est pas très appétissant comme photo, mais ça renseigne quand même sur quelque chose d'importance. C'est-à-dire, donc là on est sur l'arrêt hydrogène, j'ai oublié de vous dire, le Würzburg est sur l'arrêt hydrogène, et donc ça nous donne effectivement la température de la radiosource, qui peut nous indiquer effectivement, qui peut nous donner à peu près plus de paramètres sur la vitesse de la radiosource, est-ce que la radiosource est toute seule, est-ce qu'effectivement il y a un bras, etc., etc. El resultado obtenido no tiene la misma brillantez ni es tan bonito como las fotografías que podemos sacar en visible. Pero bueno, de estos resultados, en este caso es una observación en la línea del hidrógeno y nos da información sobre su desplazamiento y por tanto información sobre esa radiofuente que estamos observando. Alors je signale que l'Observatoire de Bordeaux a fermé donc en septembre 2017, donc c'est récent. Le personnel de l'Observatoire de Bordeaux a intégré l'Université de Bordeaux à Talence et le site est fermé. Si le site est fermé, ça veut dire qu'on n'a plus accès aux instruments. Donc moi personnellement je n'ai plus accès au Würzburg depuis le mois de septembre. Quiero decir que el Observatorio de Burdeos en septiembre de 2017, hace un mes, está cerrado. Los astrónomos han sido trasladados a la Universidad de Talence y si está cerrado quiere decir que nadie tiene acceso a esos instrumentos para observar. Donc les astronomes de l'Observatoire de Bordeaux ont monté une association qui s'appelle Sirius. Et cette association cherche actuellement à promouvoir les instruments de l'observatoire et de trouver des projets. Donc moi je mène le projet de réutiliser le Würzburg pour la commission de radioastronomie de la Société astronomique de France, de telle façon à pouvoir initier des nouveaux observateurs et éventuellement initier des écoles, des classes, des différents types d'associations pour les inciter à faire de la radioastronomie. Donc il y a une pétition qui circule actuellement sur Internet. Vous tapez Observatoire Bordeaux Sirius et vous pouvez signer cette pétition pour effectivement qu'on puisse utiliser ces instruments. Voilà. Algunos de estos astrónomos han formado una asociación, Sirius, con el objetivo de poder poner estos instrumentos al uso de aficionados, recibir proyectos de investigación y concretamente yo pues estoy trabajando en el de utilizar este radiotelescopio que ya hemos visto en precedentes diapositivas para el uso de los aficionados. En internet podemos encontrar el sitio donde poder ofrecer estos proyectos y mantener vivo este observatorio. Alors, pour augmenter le pouvoir séparateur, on a une autre solution, c'est d'utiliser ce qu'on appelle la synthèse d'ouverture ou l'interférométrie. C'est-à-dire que c'est ce que nous, on avait fait en 1999. On avait utilisé 2 antennes par récepteur. Et ces 2 antennes étaient séparées donc, de 100 lambda, 100 fois la longueur d'onde, de telle façon, effectivement, à utiliser le phénomène d'interférométrie. Donc là, on a les deux antennes, la source, effectivement, qui émet son onde radio. On voit que cette onde va toucher cette antenne et là on va avoir une différence de phase
une différence de marche entre cette antenne et cette antenne-là. Et cette différence de marche qui est égale à désinus θ va nous renseigner effectivement sur le signal qui arrive en phase ou en opposition de phase, de telle façon effectivement au lieu d'avoir un signal qui ressemblerait à ceci, on aurait un signal qui ressemblerait à ceci et de telle façon à diminuer le pouvoir séparateur. Uno de los artificios para mejorar la resolución, el poder separador, es el de usar más de una antena y con técnicas de interferometría. Este es el ejemplo de las 4 antenas que hicimos para el año 99, utilizadas en parejas de 2. Al final la fuente emite su radiación, una antena recibe una señal, otra antena recibe otra, y en lugar de tener una sola señal en una antena, tenemos una señal más compleja, pero que nos permite separar diferentes fuentes. Donc là, on regarde la première radiosource que le radioamateur peut faire, c'est le soleil. Alors quand on regarde en optique le soleil, on regarde la photosphère, c'est-à-dire qu'on regarde effectivement ceci. Nous, les radioastronomes, on ne regarde pas ceci, on regarde la couronne solaire, puisque l'émission radio a lieu dans la couronne solaire. Le couronne solaire étant beaucoup plus chaude que la photosphère, on a des plasmas donc à haute pression qui émettent dans le domaine des ondes radio. Donc on part ici, je dirais, de quelques centimètres de longueur d'onde, jusqu'à effectivement, plus on s'éloigne, plus la fréquence, bien sûr, diminue. Voilà. Et plus la longueur d'onde augmente. Donc ici, on est sur du décamétrique, ici sur du décimétrique, ici on est sur du centimétrique. Puis bien sûr, si on arrive très près du Soleil, on arrive sur effectivement la longueur d'onde de la lumière. Una de las primeras fuentes que podemos observar en radioastronomía es el Sol. En visible normalmente vemos la fotosfera. Sin embargo, cuando trabajamos en radioastronomía, lo que vamos a tener es información sobre la cromosfera. A medida que nos vamos alejando de la superficie solar, la frecuencia es... La fréquence augmente. La fréquence diminue quand la longueur d'onde augmente, la fréquence diminue. La frecuencia disminuye a medida que nos vamos alejando de la superficie solar. Y observando en diferentes longitudes de onda podemos tener información sobre esa cromosfera. Donc là on voit effectivement le spectre solaire radio que j'avais dessiné à l'époque, en unité 2, enfin là je l'avais mis en hertz mais c'est pas grave, c'est en Jansky aussi. Donc là on voit effectivement que le maximum de flux qu'on obtient c'est à peu près au niveau donc, de l'infrarouge et au niveau de l'optique. Et puis si on diminue, on voit dans le domaine radio, on a une partie de la chromosphère. En este espectro que hice un día vemos que el máximo de señal se produce en el infrarrojo y en el visible, y a medida que vamos entrando en el dominio de radio tenemos una disminución de ese flujo que tiene que ver pues, si estamos en el dominio de la cromosfera o de la o de la corona solar. Ce que l'on peut voir sur le Soleil en radio, c'est tous les sursauts, les protubérances que vous avez sur le côté, vous voyez en optique, ben nous on va les voir effectivement en radio, et on va voir l'influence, je dirais, de ces protubérances sur effectivement la couronne solaire et sur la chromosphère. Algo que se ve muy bien con radio en el Sol es la influencia de las erupciones solares. Como todo aquel material que es eyectado en el limbo solar tiene una influencia en la señal radio de corona solar y de cromosfera. Alors ce matin, on a une belle présentation donc, par Philippe Loart donc, sur Jupiter et sur l'interaction que Io pouvait avoir sur le champ magnétique à cause effectivement donc, de ce flux de plasma. Et donc les radioamateurs, d'ailleurs j'ai vu que sur sa diapositive il avait bien marqué que ça pouvait être détecté par les radioastronomes amateurs. Voilà un exemple donc, de signal reçu, hein, vous l'avez ici. Voilà, donc sur le signal radio. Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est sur des fréquences relativement basses. On est à peu près entre 20 et 30 mégas. Et 20 et 30 mégas, là on commence à pouvoir utiliser des récepteurs dits ondes courtes que utilisent les radioamateurs par exemple, donc en modifiant certaines choses.
et donc sur des fréquences sur lesquelles on peut faire des antennes. C'est surtout ça. En la conferencia de esta mañana de Philippe Loa sobre Juno y el estudio de Júpiter con esta sonda, ha quedado claro que los aficionados podemos observar con medios aficionados cómo influye la emisión decamétrica de Júpiter. Y abajo tenemos un ejemplo de una observación hecha con medios aficionados de esta emisión radio. Et comme il le signalait ce matin, la brillance radioélectrique est quand même importante sur ce type d'observation. Donc pas trop de difficultés à enregistrer le flux radioélectrique. Y es una señal de intensidad suficientemente grande como para que podamos trabajarla y detectarla los aficionados. Le seul inconvénient que je vois, c'est quand Jupiter est bas sur l'horizon. C'est-à-dire que là, actuellement, il est quand même relativement haut, on peut faire de bonnes observations, mais sur des périodes où il est plutôt dans les constellations du Sagittaire ou dans la constellation du Scorpion, c'est beaucoup plus difficile. Mais là, actuellement, sur les observations qu'on peut faire, c'est quand même très agréable. Las dificultades vienen cuando Júpiter está abajo en el horizonte, cuando está en Sagitario o en Escorpio, pero en otras situaciones es perfectamente observable en radio. Donc là voici la réalisation, donc je vais vous faire voir quelques réalisations de radioastronomes amateurs qui font partie de notre commission. Donc là ici on a l'installation donc de Jacques Mintou. Donc Jacques Mintou qui a utilisé donc une antenne qu'il a récupérée au Télécom, sur laquelle il y avait une monture équatoriale. Lui il a fait la partie récepteur derrière, donc à partir donc d'un préampli faible bruit, puisque là on est toujours confronté au bruit, il ne faut pas que le bruit du récepteur couvre le bruit effectivement de la radiosource qu'on va observer. Donc on est obligé d'avoir des préamplificateurs très très faible bruit, c'est ce que l'on a ici et ici, des filtres qui nous permettent de limiter la bande passante de notre signal. Alors de filtres, le mélangeur parce qu'on est de type super hétérodyne, c'est-à-dire qu'on va faire un battement de telle façon à obtenir une fréquence beaucoup plus faible qu'on va pouvoir amplifier ici. Et après bien sûr le détecteur, et là maintenant on est tout en numérique pratiquement, on fait des codages aussitôt analogiques numériques pour aller sur ordinateur. Este es un ejemplo de los que trabajamos en la Comisión de Radioastronomía de la SAF. Una parábola de 3,3 metros recuperada de France Telecom, y a la derecha se puede ver todo el trabajo de la cadena de recepción con diferentes filtros, y para más detalles sugiero que habléis directamente con Francis. Donc avec cet observatoire, voilà ce qu'il observe. Alors je vais aller plus loin. Donc des pulsars. C'est lui qui a fait le premier les pulsars en radioastronomie sur notre commission. Donc là vous avez effectivement ces enregistrements. Donc il a un logiciel de type Spectrum qui analyse donc tout ce qui tombe au niveau de l'antenne, et après il a un traitement qui lui permet effectivement de voir les pulses. Donc là, en l'occurrence, sur ce pulsar particulier, donc KB 1133+16, qui est quand même à 32 millijansky, donc quand même relativement faible. Voilà. Donc il a pu enregistrer ceci. Es un ejemplo de los resultados que se obtienen con ese equipo, y ha sido un equipo con el que se ha podido observar y tratar la señal recibida de un pulsar, llegando a ver, como vemos en la gráfica del medio abajo, cuál es el periódico de ese pulsar, el periodo, perdón, de ese pulsar. Alors, attendez, je reviens à une photo en arrière. Donc le pulsar, je rappelle effectivement ce pulsar qui est enregistré donc, dans la nébuleuse du Crabe, qui est le reste donc, de l'étoile qui a explosé. Donc là, on a un pulse. C'est-à-dire qu'on a un pulse radio qui provient effectivement de l'inclinaison du champ magnétique par rapport au plan de rotation de l'étoile, et qui fait que les électrons s'enroulent autour des lignes de champ électrique, émet une émission radio, et comme on a un mouvement gyroscopique, je dirais, sur cet axe-là, le rayonnement radio dans l'axe de la Terre ne provient que par pulse. En este caso vemos la emisión radio emitida
tipo pulsar por la estrella de Sella, Le Crab, de la nebulosa del Cangrejo, y que es debida a la rotación del campo magnético inclinado del objeto que hay en el centro de esta nebulosa. Alors c'est vrai que là vous avez derrière la photo optique de la nébuleuse du Crabe, et là vous avez la photo radio de la nébuleuse du Crabe, donc c'est pas tout à fait pareil. Je suis d'accord avec vous, mais bon, l'interprétation c'est autre chose aussi. Voilà. La imagen de abajo a la derecha vemos cómo esta nebulosa del Cangrejo la vemos en visible y cómo la vemos en radio. Evidentemente no son igual de espectaculares. Pour les astronomes et pour les astrophysiciens, c'est deux renseignements complémentaires. C'est l'image optique et l'image radio. En realidad son informaciones complementarias. La imagen visible, digamos, y la imagen radio. Donc, autre chose, donc ça c'est moi qui l'avais fait déjà il y a quelques années. C'était une galaxie qu'on observait donc sur l'arrêt 21 cm et sur lequel on regardait le flux radio. Je l'avais fait donc à l'échelle millimétrée et on voit effectivement que la galaxie optique, c'est ce que j'ai dessiné ici en gris, et effectivement ce que l'on a ici, c'est des courbes de niveau radioélectriques. Otra observación, en este caso de la raya de 21 centímetros de hidrógeno, para ver cuál es la emisión radio de una galaxia. En el papel milimetrado está dibujada en el medio la señal óptica de la galaxia y tipo curvas de nivel, aquellas curvas que unen los puntos de igual flujo en señal de radio. Alors ce qui est intéressant sur ce graphe-là, c'est que je mets en évidence qu'en optique on voit ceci, mais qu'en définitive on s'aperçoit qu'en radio l'hydrogène va beaucoup plus loin qu'on ne le pensait. Vous voyez, donc la galaxie en hydrogène c'est ça, on ne voit pas le cœur, mais on voit effectivement de chaque côté. Donc l'image radio et l'image optique sont complémentaires. Importante en esta imagen es ver cómo la señal visible llega hasta donde llega y sin embargo los flujos, el hidrógeno que emite su señal en radio pues va mucho más lejos. Un ejemplo más de que ambas imágenes, ambas señales son complementarias. Donc voici l'image radio maintenant que fait donc Jean-Marc Mentou. Donc là, en fonction effectivement du balayage de son antenne, il va avoir des flux qui vont remonter, qui vont correspondre au bras galactique. Voilà. Donc voilà le genre d'image que vous pouvez avoir en radio. C'est pas l'image derrière, c'est cette image-là. Voilà, ça c'est l'image radio. Este es un caso en el que vemos diferentes imágenes radio barriendo el plano galáctico, hechas con nuestro radiotelescopio JJ Mentou y que nos dan información sobre este otro objeto. Alors après, bien sûr, on obtient cette image-là. Si vous reprenez le graphe, par exemple, vous prenez un graphe ici, vous le ramenez effectivement donc, comme ceci. Donc on retrouve, comme tout à l'heure sur mon observation de Würzburg, donc la température de brillance ici. Et puis ici, on retrouve bien sûr la vitesse radiale. Eh bien, on voit effectivement qu'on a plusieurs pics. Et ces pics correspondent par rapport à cet axe d'observation, ils correspondent effectivement au bras de la galaxie. Donc bras de Persée, bras d'Orion, bras de Sagittaire. Observaciones en esta raya de 21 centímetros nos permite ver la temperatura de la señal recibida con respecto a la velocidad, con respecto a la velocidad, y eso nos permite dibujar o saber que esas señales provienen de brazos espirales de la galaxia y pues situarlas en su lugar. Alors actuellement en France, vous avez entendu parler qu'il y a un projet qui se met en place tout doucement, c'est le projet Fripon. Donc le projet Fripon qui permet effectivement d'observer donc toutes les météorites qui tombent, ou les météores je dirais qui tombent dans l'atmosphère. Et donc pour ça, ils ont mis des détecteurs donc, sur plusieurs sites. Donc là, il y en a justement un à Dax, un autre à Talence, sur le bâtiment de l'université. Donc il y a peut-être des projets qui vont se mettre par ici. Voilà, donc
un certain nombre donc, de détecteurs. Donc ces détecteurs vont nous permettre effectivement de pouvoir analyser la vitesse du bolide quand il rentre dans l'atmosphère, mais il peut aussi nous donner des renseignements sur la fragmentation, je dirais, donc du bolide, sur l'oscillation de plasma autour du bolide, et puis éventuellement l'explosion même du bolide. El proyecto FRIPON, instalado en toda la superficie francesa para la detección de meteoritos, también tiene detectores en radio y que nos pueden dar idea de, en esa entrada de esos meteoritos, la fragmentación o pequeñas explosiones de los mismos. Donc quelques projets qui sont en cours d'élaboration. Donc le projet de l'Observatoire radio de Ploemont-Bodou, donc est une parabole commerciale de 13 mètres que l'on va pouvoir utiliser avec mon ami donc André Gilloire. Donc si vous avez des projets de radioastronomie, il faut savoir que ce radiotélescope va être disponible par internet et pouvoir faire des observations à distance. Hay asociaciones como ORPB que pone a disposición receptores comerciales de un receptor con una parábola comercial de 13 metros y cualquier proyecto de colaboración es bienvenido. Un autre projet, c'est le radiotélescope de 10 mètres de Nancy, donc qui peut être utilisé, qui a été mis à côté du Palais des Sciences de la Villette à Paris. Et là, effectivement, il y a recherche de projet, toutes les idées sont bienvenues. Donc pour le moment, il n'est pas relié sur Internet, il a été récupéré et installé. Donc après, il y a une équipe qui doit se mettre autour de ce projet-là et puis bâtir des projets d'observation. Donc vous voyez, il y a quand même quelques matériels qui sont donnés et qu'il faut utiliser. Otro ejemplo, el radiotelescopio de 10 metros en Nancy, instalado en la Cité des Arts de la Villette en París, y también la Asociación Amicale des Radioamateurs Parisiens lo pone a disposición de proyectos de observación. De la misma forma, en este caso, es un material que sirve para proyectos científicos. Voilà, donc pour faire ce petit exposé, je tiens à remercier Jérôme Delanoë, donc du laboratoire d'observatoire de Bordeaux. Je tiens à remercier Bertrand Flouré, qui est de l'observatoire de Nancy, Jean-Louis Roux, qui est aujourd'hui président de la commission radioastronomique de la SAF. Donc cette commission a été montée par moi-même en 1999 avec l'aide de François Birot. Por último, agradecer porque esta presentación no hubiera sido posible sin las informaciones y ayudas de Jérôme Delanoë, de l'Observatoire de Bordeaux, Bertrand Floret de Nancy, Jean-Louis Raoult, actual presidente de la Comisión de Radioastronomía de la SAF, la Comisión de Radioastronomía que monté en el año 99. Voilà, et puis quelques ouvrages que je vous donne en bibliographie qui sont très intéressants, donc certains qui sont assez anciens, mais qui restent quand même des bases intéressantes à radioastronomie, puis des livres un peu plus récents donc sur la radioastronomie. Voilà. Et je tiens à vous remercier pour votre attention. Publicaciones bibliográficas, algunas de ellas, aunque sean más viejas, son siempre, todavía son de actualidad y muy interesantes. Muchas gracias. Muchas gracias. Merci, Francis. ¿Alguna pregunta? Cuando los astrónomos que tenemos una fotografía de una nebulosa, un cúmulo, como la belleza de esa imagen, ellos, los radioastrónomos, son capaces de apreciar esas bellezas en las gráficas de la dimensión y dejarse impresionar por esa belleza también, esa gráfica, la misma belleza que nos pueda transmitir una fotografía de cielo a un plano de la dimensión. Quand on fait des photos visuelles, parfois les astronomes, les observateurs, on est éblouis de la beauté de cette image.
Quand un radioastronome reçoit le spectre et les pics et tout ça, à un moment donné, on dit aussi waouh, c'est magnifique, ou comment s'est transmise cette sensation? Alors moi qui suis électronicien et électronicien de haute fréquence surtout, je suis très heureux quand je reçois un spectre comme ceci. Je suis aussi heureux que quand vous recevez une belle photo de galaxie. Bon, mais c'est mon travail aussi, je fais ça tous les jours, l'analyse spectrale c'est mon domaine. Donc quand je reçois un spectre comme ça et que j'ai une température de bruit, moi tout de suite je vais interpréter voilà, mes formules et puis essayer de retrouver l'unité de flux qu'il y a et qui correspond effectivement à mon spectre. Je ne fais pas du tout de photos, moi je fais des spectres. En mi caso, que soy electrónico de altas frecuencias, cuando veo un espectro y aquellos picos que me muestran la frecuencia de señal que llega, yo me quedo igual de contento, igual de feliz que cuando veo una fotografía. De hecho, es más, cuando veo ese espectro empiezo a hacer mis cálculos y la sensación es mucho mejor. ¿Cuántos años hay que tener para comunicarse por internet a estos sitios para hacer radioastronomía funcionando? Pour s'inscrire à ces adresses et avoir accès au radiotélescope, il faut un âge minimal? Non, alors, justement, vous pouvez passer soit par nous, la commission radioastronomie, pour vous initier à l'utilisation des radiotélescopes, c'est ce qu'on faisait avec le Würzburg, ou soit vous passez directement par l'observatoire. Le Würzburg, il était ouvert, et il y a, je dirais, dans le programme, une partie initiation. On vous initie à l'observation radioastronomie, en vous donnant des radiosources connues, comme Taurus A, Sinus X, etc. Donc là, vous exercez sur ces radiosources-là. Et après, une fois que vous avez pris l'habitude, c'est vous-même qui prenez le catalogue des radiosources et qui allez pointer des radiosources du catalogue. Mais vous avez, je dirais, une phase d'initiation, aidée par la commission radioastronomie ou pas. Vous pouvez avoir directement accès à l'observatoire. No hay una edad mínima ni necesaria. Si alguien quiere acceder a estos instrumentos, se puede acudir directamente a la Comisión de Radioastronomía de la SAF, donde nos pueden ayudar, o bien acudir directamente a la página web donde hay espacios para iniciarse, para hacer prácticas, para aprender. Alors, l'Observatoire de Bordeaux étant fermé, il faut savoir qu'il y a d'autres antennes disponibles à travers le monde. Il y en a une en Hollande, il y en a une à l'Observatoire de Paris, j'ai oublié, à l'Observatoire de Paris, il y a le petit radiotélescope qui est disponible. Donc vous tapez utilisation des radiotélescopes sur Internet, et vous allez être dirigé par ce qui est disponible actuellement. Il y en a même un au Canada. Aunque el observatorio de Burdeos esté cerrado, sigue habiendo antenas disponibles, por ejemplo en Holanda o en el observatorio de París, y poniendo en internet utilización de radiotelescopios por internet, se puede acceder a estos sitios. Alors après, il faut s'inscrire sur le calendrier et puis réserver ses heures d'observation. Se entra en una agenda y en esta agenda reservar horas de observación, tiempo de observación. Je voulais dire que j'étais admiratif de votre technicité, mais c'est pas étonnant, vous êtes des professionnels. Je voulais savoir si en tant qu'amateur, j'étais loin de mettre en opération des techniques d'interférométrie. Oui, alors moi je l'ai fait avec l'école d'ingénieurs à Bordeaux, l'ESTEI, je le cite en même temps. J'avais compte 4 radiotélescopes, et ces 4 radiotélescopes étaient tous les 4 des interféromètres. J'avais monté un interféromètre à 151,5, à 325 mégas, à 610 mégas et à 960 mégas, qui me permettait en interférométrie de pouvoir être beaucoup plus pointu dans la couronne. Savoir que quand je m'éloignais, de pouvoir... Alors pourquoi je l'ai fait? Parce que la Lune, quand elle rentre effectivement dans la couronne, il y a l'éclipse. Quand la Lune est chevauchée sur le Soleil, il n'y a plus éclipse, et quand elle ressort, il y a éclipse de nouveau de la couronne. Et ça me permettait de voir l'avance de la Lune dans la couronne, en mettant 4 fréquences. Et ça, j'ai pu le faire que si effectivement j'étais en interférométrie. Sinon, le pouvoir séparateur ne me le permettait pas.
El primer comentario era que estaba impresionado por el dominio de la técnica y la pregunta era si había utilizado técnicas de interferometría para la observación en radio. La respuesta es que sí, que precisamente estos 4 radiotelescopios que prepararon para seguir el eclipse del 99 trabajaban en parejas de 2 en interferometría y eso permitía, sobre todo trabajando en frecuencias algo más altas, ir a puntos más precisos de la corona y en el paso de la Luna por delante del Sol poder realmente separar señales de un lugar y del otro. Con la detección de las ondas gravitacionales está reservado para el campo profesional, como en el futuro también los amateurs tendrán opción. Actuellement, la détection d'ondes gravitationnelles est réservée pour les professionnels. Est-ce que vous pensez que dans le futur, il y aura un peu d'espace pour les amateurs? Il y a de l'espace. Regardez, déjà, les observatoires nous permettent d'utiliser leur radiotélescope. Donc ça veut dire que l'astronomie professionnelle nous donne accès effectivement à leurs instruments. Donc déjà, c'est un premier pas pour moi. Et on va continuer, je pense. Hay un primer paso que es que hay radiotelescopios que que están puestos a disposición de los aficionados. ¿Por qué no poder utilizarlos para observar allí donde alguien dice que hay una alerta de ondas gravitacionales y por lo tanto intentar aportar más datos para saber qué pasa ahí? Alors, je préciserai quand même qu'actuellement on ne fait pas un programme qui peut servir à l'astronomie professionnelle, comme par exemple l'observation des étoiles doubles, qui permet de pouvoir enrichir le catalogue WDS que les professionnels n'ont plus le temps de faire. Mais je dirais, bon, je ne vais pas aller jusque-là, mais il y a par exemple le programme SETI, c'est pas un programme de radioastronomie, mais il y a des radioastronomes qui écoutent amateurs qui sont inscrits dans un programme SETI. Bon, ça c'est encore un autre sujet, c'est un autre débat. Moi j'y suis pas, mais c'est un autre débat. Mais oui, on peut imaginer que dans quelques temps, il y a des travaux que les radioastronomes professionnels n'auront plus le temps d'exercer parce qu'ils auront autre chose à faire et que nous derrière on pourra faire peut-être, je ne sais pas. J'espère. Actualmente no hay programas de colaboración en continua, digamos, de aficionados en el mundo de la radioastronomía, como puede ser en el visible o en la fotometría, el seguimiento de estrellas dobles, para enriquecer catálogos y etcétera. Pero ¿por qué no? El día de mañana se pueden abrir nuevos campos que los profesionales no pueden acudir y que haya instrumentos aficionados que sean capaces de trabajar y por lo tanto utilizarlos. ¿Quién sabe? Por ejemplo, hay ya colaboraciones en el SETI, la búsqueda de vida inteligente, de señales que los aficionados podemos encontrar y aportar al mundo de los profesionales. Si je peux commenter sur ce point-là. Oui, ça m'intéresse. La question qui est posée, c'est les relations entre les professionnels et les amateurs dans le domaine de l'astronomie, mais je dirais dans tous les domaines scientifiques, évidemment. Côté astronomie, en tant que professionnel, on a des cibles de plus en plus précises, avec des programmes longs et très particuliers. Et là où les amateurs nous apportent beaucoup, c'est qu'eux continuent à voir le ciel d'une manière générale. Et tout ce qui concerne ce qu'on appelle le ciel variable, le fait de apparaître des choses dans le ciel à certains moments, à certains endroits, pour lesquels les professionnels ne regardent pas, c'est toujours un apport très important pour les professionnels. Una precisión más en este dominio de la relación profesionales-aficionados se puede resumir diciendo que los profesionales llevan ya muchos años trabajando sobre líneas muy concretas de investigación durante un cierto periodo de tiempo. Allá donde los aficionados tenemos nuestra labor es alimentar datos en un cielo variable, en cualquier
ya que no es lo mismo observar una dirección u en otra. Y eso realmente los profesionales no lo hacen y en muchos casos es necesario para alimentar las teorías, los modelos de los profesionales. L'autre commentaire que j'avais, c'est qu'il a été question de la détection des ondes gravitationnelles. Donc c'est ce qu'on vit, ce qu'on a vécu depuis quelques mois est absolument historique dans l'histoire des sciences, je crois. C'est une observation depuis des plus belles théories de la physique. Je pense que ces observations sont absolument extraordinaires. Et ce que je voulais dire, traduire. Una segunda observación sobre el tema de las ondas gravitacionales que se han confirmado hace unos meses. Et ce que je voulais dire, c'est ce matin, quand je vous ai présenté la lunette de Galilée, il y a 400 ans, c'était observé, c'était le professionnel de l'époque. Et moi, je suis sûr que dans quelques dizaines d'années, des amateurs peut-être seront capables de détecter eux-mêmes des ondes gravitationnelles, des apports de petits enfants, voire rien, petits enfants astronaumes. Lo que quiero decir es que de la misma manera que esta mañana hemos visto el pequeño telescopio de Galileo, un medio profesional de aquella época, ¿por qué no dentro de unos cuantos decenios de años los aficionados tendremos instrumentación para poder detectar ondas gravitacionales? Experiencia ya con dispositivos SDR, si se han hecho experimentos, se han hecho pruebas. Est-ce qu'il y a de l'expérience où on a testé de détecteurs SDR avec système SDR, radio définie par software. Je n'ai pas connaissance à ce niveau-là, non. No conozco. Désolé. Bueno, pues sí, hemos terminado